merci pour cette présentation et je remercie spécialement le professeur Jean-Jacques Villenbourger de m'avoir associé à ce colloque de Chambéry, une rencontre si riche, passionnante et si intéressante pour moi et pour mes études. Je m'occupe de l'art pariétal et mobilier du Paléolithique supérieur, un art qui est une grande ouverture sur les sociétés des chasseurs-cueilleurs de la fin du Pléistocène, à savoir des Homo sapiens qui avaient un cerveau presque identique au nôtre. On peut dire les mêmes prestations cognitives, le même potentiel émotionnel. Le Cro-Magnon, qui arrive en Europe il y a 40 000 à l'environ, avec ses parures, avec ses images, avec ses systèmes de valeurs, il nous a laissé des témoignages exceptionnels. Il n'arrive pas seulement en Europe, bien sûr, il s'agit d'un phénomène global, planétaire, qui est présent dans le monde entier, certainement avec des, on peut dire, différences régionales, mais aussi avec des caractères identitaires communs. Bon, tout cela est bien connu, mais en bref, on peut dire que les premières images de l'humanité sont principalement des figurations animales qui se placent surtout dans la profondité des grottes. La plupart des animaux sont naturalistes, vraisemblables, c'est-à-dire qu'ils correspondent au notre répertoire de la faune de la coque glaciaire. À ce bestiaire s'ajoute une quantité exubérante des signes aniconiques, géométrisants, énigmatiques, qui sont, à mon avis, des marqueurs de la complexité cognitive et visionnaire de cet art. Enfin, un grand nombre de mènes, la plupart en négatif, mais en positif aussi, tandis que les figures humaines sont rares, schématiques, souvent bestialisées, souvent cantonnées à certaines grottes ou sur les plaquettes, et de même, les créatures composites, mi-humaines et mi-animales, sont assez rares. Finalement, ce sont des images d'une qualité graphique, on peut dire, étonnante, spectaculaire, aussi proche de notre sensibilité esthétique contemporaine que nous sommes encore loin d'en comprendre l'intentionnalité. L'intentionnalité de leur auteur qui ne fossilise pas, qui ne se trouve pas dans les données archéologiques, et pour cela, certains chercheurs ont abandonné la vaine quête de la signification. Mais ces images si contemporaines nous interpellent. Et à mon avis, c'est presque impossible de les observer, de les rencontrer, pardon, je suis un peu, alors, de le rencontrer sans se poser la question du sens. Effectivement, dès leur découverte, les préhistoriens ont proposé des paradigmes interprétatifs tels que l'art pour l'art, le totémisme, la magie sympathique pour la chasse ou la valeur mâle et la valeur femelle des animaux et des signes en opposition binaire. Mais tous ces paradigmes-là sont désormais plutôt mis de côté, surtout à la lumière des découvertes récentes. De nos jours, le paradigme du chamanisme est au centre d'un grand débat. Cependant, le chamanisme n'est pas une nouveauté pour la préhistoire. Après la publication en 1951 de Les chamanismes et les techniques archaïques de l'extase de Mircea Eliade, la clé chamanique a été utilisée en préhistoire dans un cadre de comparatisme ethnographique influencé surtout par la culture, les cultures de Sibérie. Mais le paradigme actuel propose un nouveau regard, un pont jeté entre le cerveau et le sens, qui prend en compte le spectre complet des états de conscience, on peut dire en particulier les visions hallucinatoires, surtout les étapes de la transe, qui, selon cette hypothèse, constituent la condition nécessaire de la naissance de l'art visuel. Selon moi, c'est un bon paradigme, le cadre, surtout dans le cadre conceptuel proposé par Jean-Claude,
qui est l'un des plus grands spécialistes de l'art paléolithique, mais ce paradigme-là laisse, à mon avis, des questions encore ouvertes. Et je me permets ici de proposer un parcours un peu différent, un peu critique, à partir des considérations tirées des neurosciences et de la neuroesthétique. En ce qui concerne les neurosciences, je me réfère à une grande découverte, celle des neuromiroirs, qui ont la capacité de déclencher dans le cerveau visuel d'un observateur le mouvement, une réponse miroir qui, selon les études les plus récentes, pourrait être étendue aux dynamiques émotionnelles, à savoir à la capacité de reconnaître les émotions d'autrui. Mais je désire maintenant dans mon exposé focaliser mon attention précisément sur cette question du mouvement, parce que dans un horizon réflexif différent, les préhistoriens ont mis en évidence, à partir de dernières études de Leroy-Gourhan, que pour les artistes du Paléolithique, la recherche du mouvement faisait partie intentionnelle de leur figuration. Je pense surtout aux études récentes de Marc Azéma, un préhistorien de valeur qui, dans un cadre de comparatisme, dans ce cas éthologique, ont jeté les bases d'une véritable grammaire cinématographique par le biais des stratégies graphiques telles que la décomposition du mouvement, la démultiplication des parties du corps, les processus combinatoires, à savoir des stratégies conventionnelles en mesure de mettre en scène les comportements précis des animaux. Donc, la recherche intentionnelle du mouvement charge l'art pariétal d'un dynamisme extraordinaire renforcé par la fluctuation de l'éclairage des torches ou de lampes à graisse dans une sorte d'animation qu'on peut dire lumineuse. Mais il s'agit, à mon avis, d'un dynamisme paradoxal. À la lueur des flammes, les animaux bougent, ils s'agitent, leur corps frémissent, mais ils restent toujours là, sur l'espace des parois qui sont leur entourage, un entourage naturel, rien de comparable à une pinacothèque. En fait, dans les grottes, bon, au moins dans les cas, on peut dire, de conservation les plus favorables, le contexte actuel coïncide avec celui de premiers visiteurs. On a presque l'impression de respirer le même air. Chaque pas marque la frontière entre le visible et l'invisible dans un jeu d'ombre et de lumière gouverné par la mène. On pourrait dire que ces animaux marquent la course, marquée par le pas, mais la course qui est enfin une sorte d'oxymore du langage visuel. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe quand notre système perceptif tombe dans un oxymore visuel? Sur cette question du langage des images en général, une nouvelle discipline proposée par Semir Zeki à la fin du siècle dernier, à partir des réflexions sur les bases neurales du plaisir esthétique, de l'empathie, der Einfühlung, un mot qui a une grande histoire, l'empathie, à savoir la neuroesthétique, a souligné que les côtés de la création et les côtés de la réception suivent les mêmes lois du cerveau visuel. Dans cette perspective, de nombreux chercheurs ont beaucoup enquêté de manière interdisciplinaire sur l'expérience esthétique en tant que telle, sur le statut de l'histoire de l'art et de ses œuvres, mais ils ont plutôt laissé de côté la préhistoire de l'art, ou mieux, l'histoire de l'art des origines. Bien sûr, avec des exceptions, je pense ici à une étude de Jean Oniens sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc, une grotte aurignacienne, c'est-à-dire du début du Paléolithique supérieur. Selon cette étude, l'attention visuelle a précédé l'imitation et l'imitation à son tour
a précédé le geste figuratif. Par exemple, l'observation attentive des griffades d'ours sur les surfaces des grottes, mais surtout l'observation constante intéressée des animaux que les Cro-Magnons ont trouvés dans le nouveau paysage de l'Europe occidentale quand ils sont arrivés à l'entour des gorges de l'Ardèche, un environnement très riche mais difficile à maîtriser, et donc l'imitation du comportement des animaux, à la fois des prédateurs et des proies, a joué, en raison de la plasticité neuronale du cortex visuel, un rôle fonctionnel aux stratégies adaptives des nouveaux arrivants. Mais en général, les recherches d'approche neuronale ne prennent pas en compte, selon moi, d'une manière suffisante, le langage particulier des images cachées dans des grottes sombres, profondes, où travaille l'imaginaire des voies souterraines, comme il a écrit d'une façon très poétique Gaston Bachelard. À mon avis, il s'agit d'un langage illusionniste et ambigu. Là-bas, rien n'est clair et distant. Les images font partie de la chaleur du vivant et de la chaleur du minéral. L'organique et l'inorganique se confondent. Les animaux disparaissent et réapparaissent dans les mêmes posturations, sur les mêmes surfaces immobiles, avec un rythme étrange, une sorte d'oscillation, de mise en abîme, on peut dire, permanente entre le champ de l'espace et le champ de la temporalité. Une ambiguïté qui semble effacer le passage du temps et son pouvoir de désagrégation. C'est le sortilège d'une vision qui force, qui capture le flux de la temporalité dans la statique de l'espace et qui bouleverse totalement tous les champs sensoriels. Et alors, je me demande si ce bouleversement est le même pour nous et pour nos ancêtres qui vivaient dans un contexte culturel bien différent, mais qui avaient comme nous un cerveau moderne. Il faut prendre en compte que le cerveau moderne qui caractérise notre espèce, il est apparu en Afrique bien avant les images, alentour 300, 200 000 ans, bien que d'une façon encore un peu archaïque. Et donc, nous avons vécu pendant des dizaines de millénaires d'années sans exprimer notre potentiel figuratif, utilisant peut-être d'autres formes de la créativité telles que la danse ou la musique. Et ça signifie que l'émergence des images ne peut pas être considérée comme un simple épiphénomène des processus biologiques. Et alors, pourquoi, à un moment donné, avons-nous ressenti le besoin de libérer notre geste figuratif? En revenant au paradigme du chamanisme, la réponse que Louise Williams donne dans son livre « L'esprit dans la grotte », c'est que créer ou reconnaître une image n'est pas une compétence innée. Tout cela exige un cerveau moderne, mais l'image bidimensionnelle, n'appartient pas à notre boule, on peut dire, perceptive naturelle. Pour que l'amène se décide à peindre ou à graver des figures, il faut que les yeux aient déjà eu l'occasion d'observer ce monde fantasmagorique projeté sur les surfaces alentours à partir de la fluctuation des phosphènes qui sont des signes optiques universels attribuables, on peut dire, aux distorsions du système perceptif et de leur transformation culturelle en images bizarres. Bon, peut-être qu'il y a effectivement des images entoptiques, des images bizarres, des signes entoptiques dans les grottes, mais j'ai des perplexités sur cette origine de l'art. Tous les préhistoriens ont souligné que les reliefs, les cavités, les protubérances naturelles
qui ne sont pas bidimensionnels, ont joué un rôle essentiel dans la pensée et dans la genèse des images. Et à mon avis, c'est cette vocation morphologique des parois qui a déclenché un monde imaginaire mythogénétique d'identification isomorphe jouée sur des métaphores visuelles par le biais d'une logique qui n'est pas la logique bivalente aristotélicienne, mais qui est une véritable logique qui suit le principe de symétrie, comme l'écrit Ignazio Matteblanco. C'est la logique des rêves, c'est la logique des mythes, une logique qui établit l'identité des sujets à partir de l'identité de leur prédicat. Le prédicat, en ce cas, est la forme ou le contour. Cette concrétion naturelle, qui a la forme de mammouth, elle est un mammouth. Et pour cela, je pense que ces animaux qui semblent surgir des parois, surgir en action, suivant l'incidence de la lumière des torches, ces créatures rocheuses sont apparues aux yeux de nos ancêtres bien avant d'être dessinées à la main. C'est le sortilège d'une épiphanie prodigieuse qui nous a probablement poussé à marcher à travers les ravines souterraines. Mais le problème reste. Tant que l'origine des images soit attribuable aux visions hallucinatoires ou à des identifications fantastiques, tout cela ne justifie pas l'activité motrice du geste figuratif. Pourquoi rendre partageable cette expérience visionnaire en la fixant sur un support ou souligner à la main ses présences isomorphes? Selon le paradigme du chamanisme, il s'agit d'une stratégie attribuable à une composante sociale qui avait des visions et qui pour cela savait interagir avec le monde surnaturel. Enfin, une stratégie des chamans qui, on peut dire, pour renforcer cette stratégie, pour renforcer leur pouvoir dans une société de plus en plus conflictuelle. En fait, il est probable que les sociétés du Paléolithique supérieur n'étaient pas aussi égalitaires comme on le pensait autrefois. Mais reconnaître le problème, ou résoudre, on peut dire, le problème de la naissance des formes symboliques dans le développement des structures sociales semble pâtir d'une vision trop moderne, et je pense qu'il vaut mieux placer la réflexion au niveau de la complexité psychique qu'au niveau de la complexité sociale. Un cerveau moderne correspond en effet à une complexité qui va au-delà des frontières façonnées par la nature, donc une complexité excédente, chargée des conflits antérieurs qui exigent un allègement. Mais quelle émotivité excédente, en passant par le geste de la main, a-t-elle pu trouver son allègement dans des images animalières? Viennent à l'esprit les pages que Sigmund Freud a consacrées au-delà du principe du plaisir au jeu de la bobine, une sorte de yo-yo entouré d'une ficelle, créant une alternance d'apparition et de disparition de l'objet du désir, avec lesquels l'enfant commence à contrôler l'anxiété de la perte à travers la joie de la réapparition et à maîtriser dans cette façon l'angoisse d'une absence, dans ce cas l'absence de la mère. Bien sûr, rien d'enfantin dans les images de l'art pariétal, absolument rien d'enfantin. Mais la torche, qui gouverne l'alternance mobile et réversible d'apparition et de disparition, il est possible qu'elle aussi ait pu contrôler l'angoisse d'une absence, dans ce cas l'absence des animaux et des hommes, parce que les hommes sont là. Leur ombre se mêle aux animaux sur la surface. Donc, enfin, l'angoisse de la finitude
et de l'exposition du vivant en général, à la mort. Or, une angoisse qui est notre propre, très compliquée, dévastante, ambivalente, dans laquelle la peur s'émêle à une pulsion qui tend à ramener le vivant en forme d'existence inorganique, et aussi à un sentiment de culpabilité. Il suffit de penser à certains mythes ou à certains rites des civilisations traditionnelles. Par exemple, je pense au rite sacrificiel de l'ours chez les Aïnous du Japon. Cher ours, ce n'est pas moi qui t'a tué, c'est le couteau. Une sorte de comédie de l'innocence d'un homme devenu au cours de sa phylogénie un prédateur. Hegel, dans ses écrits de jeunesse, de Francfort, il a réfléchi sur le sentiment de culpabilité de celui qui étend une vie. Il écrit dans l'esprit du christianisme et son destin que la vie offensée revienne comme une ombre pour hanter l'âme du coupable. Il écrit, je cite, « Le coupable croyait qu'il avait affaire à une vie étrangère alors qu'il n'a détruit que la sienne, parce que la vie n'est différente de la vie et pour cela le destin crée la nostalgie de la vie perdue. » Bien sûr, Hegel pensait aux relations humaines, mais nous sommes dans la préhistoire, dans un réseau de correspondance, d'affinité, de métamorphose entre les hommes et les animaux. Les visages des hommes sont bestialisés, les yeux des animaux sont humanisés, très humanisés. C'est la modernité qui réduira tout ce qui n'est pas humain à res extinta, tandis que les cultures traditionnelles voient l'homme comme une partie vivante d'un organisme vivant. Et alors, peut-être que la naissance des images a quelque chose à voir avec une motion pulsionnelle, une force motrice qui se décharge dans un geste de la main, dont le résultat est une image, avoir un contenant d'émotivité, une sorte de matrice éternelle, de moule originaire, un bon attiré de la vie caché dans les entrailles génératrices de la Terre. Bien sûr, c'est une hypothèse hasardeuse. Il n'y a pas de récit dans l'art pariétal, mais en face à la complexité exceptionnelle, très organisée, vraiment très, très organisée, des dispositifs pariétaux de la grotte Chauvet, moins 36 000 ans, on a presque l'impression d'entrevoir un grand mythe fondateur. Et alors, je me demande s'il est possible d'identifier des mythes du paléolithique. Sur cette question, Jean-Loïc Le Pellec, un préhistorien, un anthropologue, un spécialiste d'art rupestre, il est arrivé par le biais d'une analyse complexe, très compliquée, informatisée, des récits anthropogoniques des cultures traditionnelles, il est arrivé à une conclusion, à mon avis, partageable, à un mythe d'émergence très répandu qui plonge peut-être ses racines dans le paléolithique. Tous les êtres vivants, ils sont sortis un jour par une grotte ou par un trou dans le sol, donc par un lieu souterrain. Et alors, si dans la topographie souterraine des grottes ornées, certains animaux donnent effectivement l'illusion de se mouvoir à travers les parois comme des esprits qui viennent du monde surnaturel, cachés derrière la membrane des surfaces, je pense que cette hypothèse, influencée par la vision chamanique du cosmos étagé, c'est un peu peut-être discutable. Dans cet imaginaire de l'espace, les animaux viennent peut-être des galeries les plus enfouillées parce que je pense que la grotte est en soi un au-delà, mais un au-delà du temps, où les sources de la vie peuvent rester intactes à l'abri de la puissance destructrice du devenir.
une sorte, on peut dire, de mundus imaginaris, avec une forte caractérisation féminine, intermédiaire entre le monde des idées, le monde de la matière, un monde créé, souligné par le geste de la main, un geste en lutte, peut-être d'une manière inconsciente, contre la pourriture et la décomposition temporelle. Un geste qui garde les matrices impérissables de la vie, assurant ainsi la régénération éternelle du vivant dans un lieu où les spectateurs ne sont pas seulement des observateurs, mais ils sont des agents des rites qui actualisent la puissance des images. Et je vais rapidement conclure avec la grande leçon durandienne. Je me réfère en particulier aux thèses développées par Durand dans la troisième partie des structures anthropologiques de l'imaginaire, et surtout je me réfère au chapitre sur l'espace conforme a priori de la fantastique et sur le schématisme transcendantal de l'euphémisme qui se dresse contre la pourriture et la mort et le destin. Donc, un grand défi de l'imaginaire qui certainement a des caractères héroïques. Et effectivement, au cours de sa vie, Gilbert Duras a, on peut dire, redimensionné cet esprit héroïque dans son entrevue donnée à Rumilly, à Lisa Tropea, le 18 mai 2000. Il a dit, je cite, « Maintenant, je regrette d'avoir placé l'attitude héroïque comme point de départ dans l'exposition des structures de l'imaginaire. Probablement, après presque 40 ans, j'écrirai ce livre d'une manière différente. Par exemple, j'accorderai moins d'importance au chapitre consacré au visage du temps. » Donc, au dernier chapitre. Bon, en conclusion, mais moi, je ne crois pas que l'attitude héroïque soit toujours si répréhensible. La démarche verticale, la station verticale, a été essentielle dans notre phylogénie et aussi l'ocularité que Durand désigne comme une forme a priori de la fantastique. Et alors, je pense que le chapitre consacré au visage du temps, il est encore fondamental pour essayer de comprendre non pas seulement la découverte des images, mais aussi la naissance des formes symboliques en général. En conclusion, la naissance des images a élargi l'horizon de Homo necans en le poussant de plus en plus vers les attitudes symboliques, des attitudes que je pense qui sont déjà présentes avant les images, des attitudes qui ont façonné le long de notre phylogénie l'identité humaine, une identité difficile à saisir, à maîtriser, enfin notre identité de Homo symbolicus, une bipède, un primat extravagant, errant au-delà de la nature, mais à même d'exorciser, d'euphémiser l'angoisse de la mort en composant dans des profondités sombres un hymne fantastique à la vie grâce au pouvoir de l'imaginaire. Et j'ai terminé, merci